Mais où est donc passé Bruno Gollnisch, celui que Jean-Marie Le Pen présentait en 2004 comme son dauphin, n'apparaît plus que très rarement sur les plateaux télé. La faute à Marine ? Croyez-moi bien, jamais. Bruno Gollnisch a une image plus sulfureuse que celle de Marine Le Pen, notamment à cause de certaines de ses sorties. Il vient d'être par exemple condamné en première instance le 18 janvier dernier à 3 mois de prison avec sursis pour contestation de crimes contre l'humanité. Le délégué général du Front National chargé d'organiser la campagne du parti pour les législatives ne semble pourtant plus être en odeur de sainteté. Même physiquement, au siège de campagne, on le voit, il y a le bureau de Jean-Marie Le Pen, le bureau de sa fille, directeur stratégique, et Bruno Gollnisch, lui, a été relégué à un étage inférieur dans les locaux de campagne, et du coup, il n'apparaît pas. Finalement, vraiment aujourd'hui, là, il ne sert plus à grand-chose, ça c'est sûr. À près de 80 ans, le président du Front National se voit au second tour, mais cette fois-ci pour gagner. D'ici là, il faudrait qu'il obtienne les 500 signatures nécessaires, ce qu'une majorité de Français ne souhaite pas. Et avec nous donc le délégué général du Front National, bonsoir Bruno Gollnisch. Bonsoir. On va essayer de savoir à quoi ressemble la France du Front National si Jean-Marie Le Pen était élu. Auparavant, ce serait déjà une France où l'on pourrait dialoguer avec tout le monde. Je voudrais dire. Regardez, vous pouvez dialoguer avec beaucoup de gens. À l'attention de Monsieur Higelin, vous pouvez parler avec beaucoup de monde. En particulier à l'attention de Monsieur Higelin, que c'est plus facile d'insulter les gens hors antenne que de les affronter sur le plateau. Il vous a pas insulté, mais voilà. C'est pas grave. Déjà. Si. Tout à l'heure, il a parlé de pourri, par exemple. En fasciste. Oui. Non, avant, il y a une heure. C'est tout. En même temps, Bruno Gollnisch, on va prendre certaines de vos déclarations. En termes d'insultes, le Front National se place aussi assez loin. On va y venir. Vous avez d'ailleurs été condamné pour contestation de crimes contre l'humanité. Mais vous aussi, Monsieur Fogiel, non, j'ai pas été condamné. Vous avez été condamné pour injure raciale. Pas du tout, pour complicité, pour avoir laissé passer un SMS, pas pour les propos que j'ai tenus. Pour complicité d'injure raciale. Ça n'a rien à voir, vous, c'est pour des propos que vous avez tenus, Monsieur Gollnisch. Vous avez été condamné, j'ai été condamné, mais Monsieur Gollnisch, ça n'a absolument rien à voir. Ce n'est pas pour des propos que j'ai tenus. Vous si, on va y venir. Auparavant, c'est pour un SMS falsifié. Ça n'a rien à voir, Monsieur Gollnisch, mais ce n'est pas grave. C'est un SMS sur l'odeur des Noirs. Est-ce que vous voulez qu'on vous entende? Mais bien sûr, mais à partir du moment où vous m'imputez un certain nombre de choses, souffrez que je vous réponde. Vous avez été condamné pour un SMS sur l'odeur des Noirs. Voilà. Vous avez été condamné pour injure raciale. Il y a une différence entre vous et moi, c'est que moi, je crois que je suis innocent. Monsieur Gollnisch, si vous le voulez bien, vous avez été condamné pour contestation de crimes contre l'humanité, ce qui n'a absolument rien à voir. On va y venir. Vous allez nous dire ce que vous avez dit comme propos, si vous les assumez, si vous voulez bien, ce qui n'a absolument rien à voir. On va essayer de faire ça calmement, si vous le voulez bien. Tout à fait. Puisque vous avez l'air très énervé avant même qu'on vous pose une question. Auparavant, le Front National se victimise énormément en disant qu'ils n'ont pas accès à la télévision. Vous êtes l'homme politique le plus compliqué qu'on ait eu sur ce plateau. Ni Jean-Marie Le Pen ne voulait venir, ni Marine Le Pen. Vous, ça a été la croix et la bannière. C'est quoi cette politique? Ah oui, je peux vous le dire. C'est quoi cette politique de victimisation? Vous n'avez pas accès aux médias, mais quand on vous invite, vous venez pas. Monsieur Fogiel, le premier contact que j'ai eu de votre part, c'est il y a 3 jours, j'ai dit tout de suite que j'étais partant. Votre parti a mis beaucoup plus de temps que ça. J'ai dit tout de suite que j'étais partant. Alors, donc je crois que vous ne souhaitiez pas m'inviter. Absolument, je souhaitais vous inviter, mais ça a pris beaucoup de temps. Voilà. Non, moi j'ai été prévenu il y a 3 jours, Monsieur Fogiel. Votre parti fait mal son travail, j'ai été par une de vos collaboratrices, et je lui ai dit tout de suite que j'étais partant pour vous rencontrer, vous voyez. Votre parti doit faire mal son travail, puisque ça fait assez longtemps qu'on vous invite, mais c'est pas grave, puisque ça c'est que de la forme, c'est pas du fond. Sur votre place aujourd'hui au FN, est-ce que vous avez l'impression d'être mis un peu de côté parce que vous avez des idées un peu trop hard dans un parti du Front National qui veut un peu s'ouvrir vers l'extérieur? Vous êtes le pur et dur, le réac, et c'est trop compliqué? Non, je ne crois pas. Je suis un peu réactionnaire dans le sens où je réagis et j'assume parfaitement. Mais est-ce que ça choque au Front National? Non, pas du tout. Vous êtes pas mis de côté? Non, je vais donner un exemple sur le sujet que vous avez passé, par exemple. Vous avez un de vos confrères qui dit que je suis relégué dans un bureau. J'occupe le même bureau. C'est un bureau assez confortable, d'ailleurs, depuis 4 ans. D'accord, je n'en ai pas changé, donc je n'ai pas été relégué nulle part. Si demain, Jean-Marie Le Pen est président de la République, vous êtes Premier ministre ou c'est Marine? Il faudrait le lui demander. C'est lui qui nommera le gouvernement. Je ne le connais pas, vous le connaissez? Je sais qu'il a dit plusieurs fois qu'il ferait appel à moi, mais peut-être y aurait-il un gouvernement de coalition à ce moment-là. De coalition. Et s'il y a un gouvernement de coalition, il peut y avoir un autre Premier ministre ou une personne issue de la société civile, encore que j'en vienne moi-même, après tout. Alors, on va venir au fond, évidemment, encore des questions de forme. Est-ce que Jean-Marie Le Pen est en état de gouverner s'il était élu président? Roselyne Bachelot disait en novembre dernier qu'elle le croise régulièrement et elle dit: comment pourra-t-il assurer physiquement une campagne? Je le vois toutes les semaines au Parlement européen. Il est dans un état épouvantable. Il a engagé une jeune femme qui marche tout le temps à ses côtés et qui lui sert de canne. Ses cuisses sont fondues puisqu'il serait atteint d'un cancer. Est-ce qu'aujourd'hui, Jean-Marie Le Pen est en état, ou alors est-ce qu'il est un peu dopé avant la télévision et il s'effondre après?
on ne peut pas dire la même chose des cuisses de Madame Bachelot, ça c'est sûr. Ça c'est ridicule. Non, mais je crois la classe aussi dans la réflexion de Madame Bachelot. C'est une réflexion sur l'état physique de Jean-Marie Le Pen, pas sur esthétique. Tous ceux qui approchent Jean-Marie Le Pen, et je vous incite à venir à notre convention présidentielle ce samedi et ce dimanche à Lille, et vous verrez qu'il est en pleine forme, dans une forme éblouissante, aussi bien sur le plan physique que sur le plan intellectuel. Malheureusement. Ah, on peut s'en désoler, mais je pense que votre grand-mère s'en réjouit puisqu'elle vote Le Pen. Quelle horreur! Si j'avais su qu'on me parlerait de ma grand-mère fasciste ici sur ce plateau, mais j'en ai honte. Ah, vous en avez honte, voilà. Alors sur le fond de vos idées, monsieur, heureux que votre grand-mère vote Le Pen. Monsieur Gollnisch, vous avez des dossiers sur tout le monde. Non, les RG rassemblés. Non, mais la grand-mère de Jean-Luc Lemoyne, monsieur Gollnisch, Bedos n'a pas caché sa sympathie pour Monsieur Le Pen. Voilà. Vous êtes déjà dans un état policier, quoi. Vous avez des dossiers sur tout le monde. Non, pas du tout. Quand une dame, SMS, rassurez-moi, j'ai pas envoyé un SMS à Le Pen. Pour le nouvel an, Jean-Marie, bonne année. Hein. Quand une dame nous dit qu'elle vote pour nous, qu'elle a de la sympathie pour nous, vous êtes au courant, même si c'est pas le cas de son fils ou son petit-fils, ça nous réjouit plutôt. Vous savez que c'est pas génétique, forcément. Comment? Vous savez que c'est pas forcément génétique. Non, je sais bien, les caractères moraux ne sont pas héréditaires. Alors, on va venir sur le fond. Je le regrette. On va venir sur le fond des idées, si vous voulez bien, et d'abord sur votre condamnation à vous, avant de parler des propositions du Front National. Donc, le 18 janvier dernier, vous avez été condamné à 3 mois de prison avec sursis, 5 000 € d'amende et près de 55 000 € de dommages et intérêts pour contestation de crimes contre l'humanité. Les faits qui vous sont reprochés remontent au 11 octobre 2004 lors d'une conférence de presse. Et à propos des camps d'extermination, puis des chambres à gaz, vous avez notamment déclaré « Il n'y a plus un historien sérieux qui adhère aux conclusions du procès de Nuremberg » ou encore « Je ne remets pas en cause l'existence des camps de concentration, mais sur le nombre de morts, les historiens pourraient en discuter. Quant à l'existence des chambres à gaz, il appartient aux historiens de se déterminer. » Vous dites même aujourd'hui, après l'affaire d'Outreau, la justice condamne sans preuve un innocent. L'amalgame est un peu rapide. Après l'affaire, pardon, d'Outreau. Oui, parfaitement. Voilà. Oui. Donc vous êtes innocent comme les innocents d'Outreau. Vous ne retirez pas une ligne à ce que vous dites ou ce que vous avez dit, Bruno Gollnisch? Ces propos sont tronqués. J'ai été interrogé de façon répétitive par un certain nombre de vos confrères sur le problème du drame concentrationnaire lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et j'ai répondu que les questions qu'ils me posaient relevaient du débat des historiens et pas du responsable politique que je suis, qui s'efforce, lui, de résoudre les problèmes des Français d'aujourd'hui. Mais concrètement, vous niez pas l'existence des chambres à gaz ni le nombre de morts qu'elles ont fait. J'ai même dit que je ne niais absolument rien du tout. Je suis condamné pour avoir prononcé le mot débat. On dit débat, il a dit débat, c'est abominable, on n'a pas le droit de débattre. Mais si on n'a pas le droit de débattre, ce que je comprends très bien, parce que je comprends très bien... Qu'on comprenne bien, non, excusez-moi, M. Gollnisch, est-ce que vous voulez qu'on comprenne, vous voulez débattre sur le nombre de morts dans les chambres à gaz? Si on n'a pas le droit de débattre, pourquoi est-ce que vos confrères posent des questions? M. Gollnisch, ça dépend de quoi on débat. M. Gollnisch, si vous voulez bien me répondre, est-ce que vous voulez qu'on comprenne bien, vous voulez débattre sur le nombre de morts dans les chambres à gaz? C'est ça que vous voulez débattre de ça? Monsieur Fogel, voilà. Je sors le joker. Ah, vous êtes un comique, hein. Voilà. Oui, je sors le joker parce que, apparemment, on n'a même pas le droit de dire que les historiens doivent en débattre. Sur quoi votre débat vous réponds? Vous voulez pas être condamné une nouvelle fois? Je vous réponds de façon extrêmement simple. Je sors le joker puisque en France, il semble qu'il ne soit même pas permis de dire qu'il est des sujets sur quoi vous voulez débattre dont les historiens... Mais moi, je ne veux rien débattre du tout. Bah si, là, on aimerait comprendre. Vos collègues me posent un certain nombre de questions sur... Une question toujours orientée quand même un petit peu, sur les camps de concentration, sur la différence entre les camps de concentration et les camps d'extermination, etc., etc. Et je leur réponds, ce débat, le débat qu'ils ouvrent par leurs questions, relève des historiens spécialisés dont c'est le métier. De quoi vous voulez débattre? Du nombre de morts dans ces camps? Mais les questions qu'ils me posaient. Je n'ai soulevé, moi, aucune question. Le seul fait historique sur lequel j'ai pris position, c'est le massacre de Katyn. C'est à ce sujet-là que j'ai parlé de Nuremberg, massacre d'officiers, de 11 000 officiers polonais qui ont été méthodiquement assassinés, qui a été mis sur le compte des Allemands, qui avaient commis déjà énormément de crimes, je le concède tout à fait, et qui étaient imputés en réalité aux soviétiques. Encore sur les mots qui sont éventuellement tronqués dans les médias, quand Jean-Marie Le Pen emploie le mot d'incident dans une interview à paraître demain dans La Croix à propos du 11 septembre à New York, est-ce que vous dites là aussi qu'on a mal interprété son mot, puisque j'ai pris le dictionnaire, la définition du mot incident dans le Petit Robert, petit événement qui survient sans importance, sans gravité. Est-ce que vous condamnez? C'est une des définitions. Oui, enfin, non, ce qui arrive de façon incidente, c'est ce qui arrive de façon imprévue. C'est pas la seule définition. Donc c'était imprévu, c'est pas un petit incident. Mais vous poserez ces questions, Monsieur Fogel, à Jean-Marie Le Pen, et il sera ravi de vous répondre. Non, parce qu'il voulait pas venir, donc vous êtes là à sa place.
Ah bon, donc ce n'est pas moi que vous vouliez inviter? D'abord Jean-Marie Le Pen, comme j'ai dit, puis Marine Le Pen, puis vous. On a pris par ordre hiérarchique presque, Monsieur Gollnisch. Vous avez bien fait. Vous m'avez appelé il y a 3 jours et je suis venu. Non, on a appelé votre parti avant, mais peu importe. Voilà. Sur les idées du Front National, vous voulez bien qu'on les égrène les unes derrière les autres et pas forcément celle sur l'immigration, vous a déjà beaucoup entendu. Posez la question, bien sûr. D'abord, sur l'IVG, si vous voulez bien, j'ai pris une phrase de Jean-Marie Le Pen qui disait « L'affirmation que votre corps vous appartient est tout à fait dérisoire. » Il s'adressait aux femmes. Il appartient à la vie et aussi à la nation. Concrètement, par oui ou par non, est-ce que vous voulez revenir sur la loi sur l'IVG, Bruno Gollnisch, si le Front National est élu? Oui, non. Non, mais on ne peut pas répondre par oui ou par non à une question de cette complexité. Je sais pas. Oui. Nous ne voulons pas laisser les femmes qui, souvent, parce qu'elles sont dans des situations de détresse morale et matérielle, nous ne voulons pas les laisser avec seulement cet issue-là. Nous voulons une politique de la vie. Mais est-ce que cet issue-là, vous voulez la et nous voulons les aider à accueillir la vie, à avoir le... Répondez-moi simplement. Est-ce que le corps des femmes... Monsieur Gollnisch, est-ce que le corps des femmes leur appartient à elles? Oui, mais pas celui de leur bébé. Marco, quand on ne répond pas oui ou non à cette question-là, on répond non. Non, j'ai une réponse claire, si vous voulez bien. Je vous ai répondu clairement. Et nous ne voulons pas du tout renvoyer les femmes. Sur le droit à l'avortement. Et nous ne voulons pas du tout renvoyer les femmes à la situation antérieure où certaines d'entre elles répondaient seules devant des tribunaux pénaux. Donc vous voulez revenir sur le droit à l'avortement, de détresse. Non, nous voulons changer la situation et faire que les femmes ont le choix. Et faire que les femmes qui sont contraintes à avorter se voient proposer d'autres solutions. Voilà. Sur le mariage homosexuel, vous dites, j'ai lu une phrase, j'aimerais que vous m'expliquiez clairement, si vous voulez bien être clair, parce que je comprends pas tout dans ce que vous dites. Vous dites si les jeunes sont favorables au mariage homosexuel, ils ne voient peut-être pas que ce sera la porte ouverte à la polygamie. Je voudrais que vous m'expliquiez en 2 phrases en quoi le mariage... C'est moi qui ai dit ça. C'est vous-même, dans le journal du dimanche. Donc le 19 novembre 2006. Si, Monsieur Gollnisch. Ou alors, je crois, je vois pas du tout. J'ai peut-être parlé du Pax. Non, peu importe. En quoi l'homosexualité vous l'associez à la polygamie? Je pense que votre confrère a mal compris. J'ai parlé du Pax. Dans le Pax, il y a la répudiation unilatérale. Comme dans les pays de Sharia, dans les pays où le statut de la femme est le plus inférieur. C'est-à-dire qu'on peut répudier le partenaire. Donc vous voulez vous voulez un mariage homosexuel de façon à ce que ça soit un contrat beaucoup plus ferme. Hein. Non, Monsieur Fogiel. Je pense que le mariage, pour moi, c'est entre un homme et une femme pour transmettre la vie. Les autres formes d'association qui existent sont parfaitement libres. Je pense que l'État n'a pas à se préoccuper. Ça veut dire que vous êtes contre le mariage de couples stériles, par exemple? Non, pas du tout. Si vous dites que c'est pour donner la vie, il y a quand même des hommes et des femmes qui ne peuvent pas faire d'enfants et qui se marient quand même. Non, parce qu'il n'en exclut pas la perspective a priori. Ah d'accord. Voilà. Donc c'est une condamnation morale presque que vous faites, Monsieur Gollnisch. Je ne sais pas, je ne condamne rien du tout, je ne condamne absolument pas les personnes. Je dis simplement que la société se doit de favoriser le mariage, parce que c'est le mariage qui assure la transmission de la vie, la perpétuation de la société et l'éducation des enfants. Évidemment excluant l'autre, puisqu'il y a une forme d'incompatibilité entre l'un ou l'autre à vous entendre. Pour les familles les plus pauvres, Marine Le Pen a également annoncé l'abrogation de la couverture maladie universelle. Ça va intéresser Augustin Legrand. En quoi vous trouvez scandaleux que les personnes les plus démunies aient accès aux soins? Alors là, franchement, il y a 2-3 trucs il y a plein de choses sur lesquelles évidemment on n'est pas forcément d'accord, mais il y a des trucs qu'on ne comprend même pas. L'abrogation de la couverture maladie universelle pour les plus pauvres. Donc les gens qui sont les plus pauvres, ceux que rencontre Augustin Legrand, qui crèvent quoi, autrement dit? Non, pas du tout. Ah, pardon. Non. Je pense là aussi que cette phrase est extraite de son contexte. Dans Le Monde, le 18 février 2003, c'est Marine Le Pen. Mais je voudrais bien répondre des propos de Bruno Gollnisch, pas forcément des propos du Front National, excusez-moi, parce qu'en même temps... Pas forcément des propos de Marine ou de Jean-Marie Le Pen. Il n'y a pas trop de cohésion. Bon, mais si, c'est très cohérent. Et je vais vous expliquer. Je trouve tout à fait scandaleux que des étrangers qui se trouvent illégalement en France disposent d'une couverture médicale totale qui est refusée à des Français quelquefois dans la misère. Voilà, c'est tout. Oui. En quoi l'un exclut l'autre, encore une fois En quoi l'un exclut l'autre? Dans les faits, ça l'exclut, figurez-vous. Dans les faits, c'est ce que nous constatons, ça l'exclut. Donc vous les laissez sur le trottoir. C'est que malheureusement, quelle que soit la générosité des uns et des autres à titre individuel, et ça je le respecte, c'est si au plan de l'État, on ouvre les frontières d'une façon telle que l'on laisse... Là, pour reprendre la déclaration, il ne s'agit pas d'ouvrir les frontières, il s'agit de traiter une situation existante. Ça veut dire que ceux-là, vous les laissez crever sur le trottoir?
Non, pas du tout. Ça veut dire, par exemple, si vous leur enlevez la couverture maladie universelle, je vais vous dire, ça veut dire par exemple que nous prenons des mesures comme celle que réclamait à Jean-Marie Le Pen, un chef d'État africain, le président du Gabon, qui se plaignait du fait qu'il y ait plus de médecins gabonais en France qu'il n'y en a au Gabon. Nous prenons des mesures d'accompagnement, de coopération. Excusez-moi, ça c'est sur le long terme. Aujourd'hui, j'ai bien compris, mais ça c'est sur le long terme. Vous répondez pas à ma question, monsieur Golnisch. Vous ne répondez pas à ma question. Puissent être soignés dans leur pays. Mais aujourd'hui, ceux qui vivent en France, on parle de ceux qui vivent en France. Vous parlez des gens les plus pauvres. On ne parle pas des sans-papiers, on parle vous parlez des personnes les plus démunies. Je suis un homme politique. Je suis un homme politique de l'opposition qui aspire à être un homme politique de la majorité. C'est dans ce cadre-là et à transformer la situation de mon pays. Je vous parle du futur. Non, excusez-moi. Vous me parlez de la situation d'aujourd'hui. Marine Le Pen en 2003 parlait d'aujourd'hui. Elle voulait l'abrogation de la couverture maladie universelle. Elle parlait bien d'aujourd'hui. Pas pour les Français. Bah si. Excusez-moi, pour les personnes les plus pauvres. C'est ce qu'elle disait, pour les familles les plus pauvres. Donc ça, pas pour les étrangers en situation régulière, ceux-là qui n'aient pas de maladie universelle, ça ne vous choque pas. Pour les Français, il faut qu'ils les aient. On est d'accord. Non, s'il y a des étrangers en situation régulière qui cotisent, il est tout à fait naturel qu'ils soient couverts par leurs cotisations. Voilà. Il est anormal que des étrangers qui sont en situation irrégulière soient soignés gratuitement en France, alors que ceci est refusé aux Français les plus pauvres. Concrètement, on les laisse mourir sur le trottoir. Non, monsieur, on inverse le courant de l'immigration. Non, mais excusez-moi, voilà. Et vous renvoyez aussi les médecins gabonais. On s'efforce de faire en sorte que les médecins étrangers ou africains qui sont formés chez nous repartent effectivement dans leur pays. Golnisch, répondez à ma question simplement. Ceux qui sont là, à celle de mais c'est la même chose. Ceux qui sont là aujourd'hui, j'ai bien compris que vous voulez inverser la tendance, mais avant de pouvoir l'inverser, il va falloir du temps. Nous ne laissons personne mourir dans la rue. Voilà, c'est ce que je vous demande. Bien sûr. Bon, très bien. Alors, à propos des gens dans la rue, est-ce que vous avez été choqué le mois dernier sur cette soupe au cochon, soupe populaire, où il y avait du porc pour éviter qu'elle soit distribuée notamment aux juifs, aux musulmans? Est-ce que vous trouvez ça choquant? Mais ça, c'est vous qui le dites. C'est la réalité. C'est impossible à manger pour les juifs et les musulmans. Ce que je trouve extraordinairement choquant, et même proprement stupéfiant, c'est qu'on déploie la force de l'État pour empêcher de servir la soupe au lard à des Français, Est-ce que ça vous à des choque, Français Monsieur pauvres. Golnisch? Ce qui me choque, c'est l'interdiction de cela. Non seulement je ne suis pas choqué. Le fait qu'on serve de la soupe au cochon, ça ne vous choque pas? Pourquoi on ne retirerait pas le cochon? Je trouve tout à fait naturel que des juifs ou des musulmans aient des interdits alimentaires, et je les respecte pleinement. Je trouve scandaleux, en revanche, qu'on interdise de servir de la soupe au lard aux autres, ce qui est le cas. Mais expliquez-moi pourquoi on met du cochon dans la soupe. Et pourquoi pas? Parce que les juifs et les musulmans ne peuvent pas la manger. Ah oui, alors parce que les juifs et les musulmans ne peuvent pas la manger, tout le monde doit s'en priver. C'est exclu en tant qu'affaire. Tout le monde doit s'en priver. Ça n'est pas ma conception de l'exclusion. Voilà. Je crois qu'il y a un moment, il faut avoir un peu de bon sens aussi. C'est vrai que c'est évident que les gens qui servent la soupe au cochon, vous le connaissez, vous avez déjà été à la soupe au cochon? Oui, je l'ai même distribué moi-même, figurez-vous. Vous voyez bien que c'est vrai qu'il y a une sélection quand même par la nature de la nourriture qui fait que d'un seul coup, les musulmans et les juifs n'ont pas accès à votre soupe au cochon. C'est un peu de la discrimination alimentaire, on va dire. Mais il y a des musulmans chez nous, ça ne me gêne pas du tout qu'ils distribuent une soupe. Et en l'occurrence, d'ailleurs, les dernières soupes avaient une soupe avec cochon et une soupe sans cochon, pour que tout le monde soit content. Ça n'est d'ailleurs pas une initiative du Front National. Je trouve tout à fait dérisoire qu'on ait empêché la distribution de soupe au lard, encore une fois, aux sans-abri. Le Front National était aux affaires dans quelques municipalités, notamment à Orange, à Toulon, et à sortir les chiffres, notamment de budget, d'insécurité, c'était une catastrophe. Non, pas du tout. 61% à l'époque d'insécurité a augmenté à Orange en 6 ans. Les finances municipales ont été plombées. Est-ce que ça ne vous pose pas un problème que, que le laboratoire municipal... Vous tirez ça d'où, monsieur de chiffres de la préfecture. De chiffres de la préfecture. La préfecture vous dit les finances d'Orange sont plombées. Absolument. Écoutez, la préfecture. nous avons eu un différend avec Jacques Bompard, maire d'Orange. Jacques Bompard a été élu maire d'Orange au deuxième tour pour la première fois avec 34% des voix. Quand il a été réélu, et il était encore au Front National à ce moment-là, il a été réélu au premier tour avec 60% Donc vous n'avez pas des voix. Que la façon dont les Front National a géré les villes, sans avoir augmenté les impôts, en ayant diminué
diminué par 2 le prix de l'eau et en ayant réussi à rénover tout le centre-ville d'Orange qui en avait bien besoin. Voilà. Le vote des habitants d'Orange était sans appel. Pour continuer et pour terminer, un mot de culture. Quand le Front National, donc dans ces 2 villes, a été aux affaires, elle a dû gérer notamment la culture dans des bibliothèques. À un certain moment, on s'en souvient, le bibliothécaire avait été viré. Puis la mairie de Marignane avait fait racheter à la bibliothèque municipale Mein Kampf d'Adolf Hitler, pourtant déjà en stock, et commandé l'ouvrage négationniste de Roger Garaudy, Les mythes fondateurs de la politique israélienne. Même politique à la bibliothèque municipale d'Orange. Pourquoi faire? Mais où est-ce que vous avez trouvé ça? Dans le Canard enchaîné, dans le Canard enchaîné, monsieur Gollnisch. Mein Kampf à la bibliothèque d'Orange, mais c'est complètement farfelu, ça. Donc ça, c'est complètement faux. Oui, totalement. Et ce que je crois, en revanche, c'est qu'effectivement, dans l'une de ces villes, on a demandé qu'il y ait aussi un peu de journaux, de ces tout petits journaux, Monsieur Fogiel, de la droite nationale, qui n'ont jamais un centime de publicité, qui n'ont jamais un centime de subvention, des journaux comme le Journal Présent, qui, parce qu'il ne paraît pas le jour de Pâques ou le jour de l'Ascension, se voient refuser, par exemple, les aides qu'on accorde à la presse quotidienne et autres mesquineries. Voilà. Alors on a dit, c'est scandaleux, il y a une censure. Il n'y a eu aucune censure. D'ailleurs, à Toulon, je vous signale, à Toulon, le responsable du festival de Toulon, qui avait si fortement critiqué la mairie, a été maintenu en place par la mairie de Toulon, vous êtes trop bon. avant que d'en être chassé par la justice à cause de la place trop favorable qu'il avait faite à sa sœur. Oui, moi je souhaite que des artistes qui n'ont jamais de place dans les subventions, qui vont toujours au même, et j'en connais dans ma région qui font des choses admirables. Je souhaite que cela puisse aussi bénéficier vous en êtes des commandes publiques. Vous en êtes de vos signatures, monsieur Gollnisch? Il faut parler votre, celle de monsieur Le Pen. À peu près à 450. Vous êtes confiant? Je suis inquiet. Je trouve ça absolument extraordinaire quand même qu'un homme que l'on a le droit de critiquer, vous ne vous en privez pas, c'est tout à fait votre droit. C'est trop aimable. Qui a été, n'est-ce pas, monsieur Fogiel? J'étais sûr que nous parviendrions à nous entendre. Vous voyez, qui a été 2 fois en un homme de dialogue comme vous, qui a été 2 fois en 3e position et 1 fois en finale à l'élection présidentielle, on est bien d'accord sur ce point-là, qui ne puisse pas se présenter, c'est quand même scandaleux. Comme je trouverais scandaleux que madame Laguillet, par exemple, ne puisse pas se présenter. Ah, tu vois, Guy, tout à l'heure, tu te demandais à quoi ça servait Cindy Lee. Elle a pris 46 promesses de vote. Enfin, de parrainage. Sinon, Jean-Marie Le Pen aurait presque 500. Donc finalement, Cindy Lee, c'était utile. C'est que vous avouez qu'il est aussi le candidat du plaisir, par conséquent. Ah, enfin, au moins du vôtre. C'est pas ce que j'ai dit. Ça, moi j'en conviens, mais au moins du vôtre, monsieur Gollnisch. Comme concurrent. Chacun son plaisir. Absolument. Si c'est le vôtre, grand bien vous fasse. Sur les sondages, vous êtes inquiet par la montée de François Bayrou? Si, dans un sens, c'est le candidat du plaisir pour moi, Jean-Marie Le Pen. Pourquoi? Je m'en branle. Ouais. Est-ce que François Bayrou vous fait peur? Vous avez fait... Vous avez même fait mieux que ça, monsieur Carlier. Pour vous allez sortir un dossier. Allez-y, monsieur Gollnisch. C'est pas un dossier, je l'ai entendu sur France Inter. Votre grand-mère. Vous avez des fantasmes. Allez-y, dites-moi sur France Inter, ça m'intéresse. Entre les 2 tours de la présidentielle, pour éviter d'avoir à parler de lui, comme le demandait le Conseil supérieur de l'audiovisuel, vous avez martelé son nom sur fond de Horst Wessel-Lied. Oui, c'est une colossale finesse, ça. Non, mais c'était... Alors, c'est drôle parce que vous parlez de citations tronquées. J'expliquais que je me disais comment... C'est la même chose avec vous. Il y a tout à coup dans votre sourire quelque chose qui nous glace d'effroi. Il y a une espèce de bonhomie et tout à coup dans votre façon de prononcer aussi monsieur Fogiel, il y a quelque chose que j'aime pas. Un truc dans la poubelle, mais ça m'amuse. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que quand je vous observe, je me dis à quel moment ça a basculé, à quel moment cet homme, vous avez eu des parents, j'imagine, qui vous ont aimé, vous avez grandi, vous avez aimé une femme, j'imaginais Le Pen aller chercher son père qui revenait à la Trinité-sur-Mer, etc., qui lui montrait des petits bateaux taillés dans l'écorce, etc. Et je me disais, à quel moment ce mec-là a basculé, à quel moment la haine est venue dans cet homme-là. La haine de quoi? La haine de qui? Il me semble, quand j'entends M. Higelin, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de haine dans ses propos qu'il n'y en a jamais eu dans les nôtres.
En même temps, c'est vrai, parce que regardez, M. Gollnisch a l'esprit hyper ouvert. Il avait invité en 90 à Lyon un ancien Waffen-SS. Donc il n'y avait aucune haine, c'était une liberté, une ouverture d'esprit très large. Non, monsieur Fogiel, vous vous trompez. Je ne sais pas. Monsieur Franz Schönhuber, à l'époque leader du parti d'extrême droite allemand. Monsieur Franz Schönhuber a été mobilisé à 18 ans comme 10 millions d'hommes de sa génération dans l'armée allemande. Je n'ai pas invité l'ancien Waffen-SS, j'ai invité votre confrère, puisqu'il était le chroniqueur vedette de la radio bavaroise, figurez-vous, pendant 30 ans. Juste comme ça. Qu'il était député européen et président d'un parti politique parfaitement légal en Allemagne. Qui s'appelle Die Republikaner. Voilà. Ce que je trouve assez étonnant, c'est qu'il y a des gens pas comme vous, qui, par exemple, dans le Parti socialiste allemand, ont occupé, eux, pas des fonctions de caporal, comme Schönhuber, mais des fonctions d'officiers supérieurs. Vous n'avez qu'à inviter personne, et qui ont fait des carrières brillantes. Pour terminer, en 2 mots. C'est pas moi qui ai inventé la réconciliation franco-allemande, c'est le général de Gaulle. Un mot, les SMS disent quoi ? Adressez-lui vos réclamations à titre posthume. On est très en retard. La présence et le discours de M. Gollnisch suscite des réactions plutôt vives. Et il y a juste la remarque de Pitou, du 54, qui dit le FN, c'est le même discours depuis toujours. Réveillez-vous, les gars, la France a changé. C'est fini le racisme, tout a changé sur l'immigration, le droit des femmes et celui des démunis. Vous ne proposez que des retours en arrière. Nous, on avance. Et nous nous réveillons, nous sommes tout à fait réveillés, nous allons de l'avant. Et je crois qu'on a des chances de gagner. Vous avez la pêche. On a la pêche. Augustin Legrand. Le Front National est le seul parti qui n'a pas voté la charte du canal Saint-Martin, c'est étonnant. Vous connaissez cette charte ? Vous avez lu un petit peu La charte de quoi, pardon ? Du canal Saint-Martin, vous savez la charte. J'avoue que non, nous n'avons pas non plus signé celle de M. Hulot. Non, mais c'est différent, vous savez. Non, mais je sais que c'est différent. Vous aimez bien vous singulariser, monsieur. Non, nous ne signons pas de charte. Voilà, nous ne nous engageons pas auprès d'associations, peut-être très respectables, mais je crois que ça n'est pas le rôle de celui qui aspire à merci d'être venu en direct sur ce plateau, monsieur Gollnisch. Merci à vous. Bonne soirée. Merci de m'avoir invité. Dois-je vous appeler Marco, puisque si je prononce votre nom de famille, il paraît que ça glace, monsieur. C'est la façon dont vous m'appelez. Il n'y a pas de problème. Après, si vous faites Marco, c'est pareil que monsieur Fogiel. Si vous le faites de façon sympathique, vous m'appelez comme vous voulez, monsieur Gollnisch. D'accord. On revient dans un instant. On va sourire avec Jean-Luc Lemoyne. Ça va être facile de passer après ça. Vous inquiétez pas, on va parler d'Edith Piaf d'abord. Qui, paraît-il, pendant l'occupation n'a pas été très très classe d'ailleurs. Et puis on va sourire avec l'élégante Normée Darby. Et Nicolas Bedos. L'a prêté, c'était un type qui était speaker à la radio bavaroise. Ah, pardon. C'était pas du tout un waffle. Allez, on revient dans 3 minutes. Voici ce qui nous attend après la pub. Au revoir, monsieur Maigret. Monsieur Gollnisch. Merci.